Et merci à toutes et à tous pour cette invitation et cette dynamique de groupe auquel je participe depuis maintenant 2 ans et demi, je crois, au sein du réseau Participarc, qui est un réseau passionnant et j'invite tout le monde à essayer de creuser le sillon avec nous sur ces nouvelles opportunités qu'on a de trouver des sujets connexes et des choses nouvelles. Donc à travers ces expériences participatives, que dans mon exposé, je vais se focaliser sur la musique et le son. Voilà, c'est mon truc. Je suis acousticien et aujourd'hui chercheur et développeur en informatique. Donc, je travaille à l'IRCAM à Paris, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est un institut de recherche lié au Centre Pompidou, avec différentes tutelles ministérielles, universitaires ou autres, et qui regroupe donc aujourd'hui une centaine de chercheurs, des ingénieurs du son, des réalisateurs en informatique musicale, des administratifs, et plein d'artistes qui vont, qui viennent, et qui créent dans les sous-sols de l'IRCAM, c'est dans la photo à droite, sous les fontaines, il y a des bureaux, des studios, et on crée des nouvelles formes d'œuvres sonores au sens large aujourd'hui. Et donc je vais vous montrer quelques exemples, pas tant d'œuvres, mais de créations techniques, de systèmes technologiques qui permettent en fait à des publics de participer. Donc évidemment, ça travers beaucoup de projets de recherche divers et variés, où il y a, avec des collaborations externes, ce n'est pas que l'IRCAM évidemment. Dans mon exposé, je ne vais pas pouvoir vraiment préciser tous les auteurs et les participants au projet, parce que je n'aurai pas le temps, mais j'essaie de mettre des liens pour que vous puissiez aller vous documenter ensuite sur les différents projets. Donc à l'IRCAM, je dirige une équipe qui s'appelle le Pôle Web, et on est en charge du développement des plateformes, des sites internet aujourd'hui, donc parfois des petites applications qui permettent de mettre en œuvre des processus expérimentaux collaboratifs. Et donc, ça, on parle de données, on parle de flux de contrôle de synthétiseurs, on parle de médias, on parle de ressources techniques ou technologiques pour la création artistique ou scientifique. Et donc, se posent à nous beaucoup de problématiques vis-à-vis de la modularité, de la reproductibilité, de l'interopérabilité, de la pérennité de ces systèmes. Certaines créations peuvent être éphémères, d'autres on veut vraiment les garder longtemps, et il y a cette question aujourd'hui de comment s'organiser pour le faire. Et donc on a évidemment, comme on le sent aujourd'hui, on ne le dit pas assez souvent, dans un environnement open source, de techniques open source ou de création open source qui nous permet d'agréger différentes petites briques à nos systèmes, et donc de s'engager pleinement avant de diffuser une création, et bien de faire participer aussi pas seulement des artistes, mais aussi des techniciens, des ingénieurs à l'extérieur qui participent indirectement et parfois sans le savoir à une certaine innovation. Donc évidemment, la nouveauté aujourd'hui, c'est dans le domaine de la recherche scientifique et artistique, l'ère Internet. C'est évidemment les réseaux numériques qui nous permettent de repenser la participation scientifique et artistique qui a eu lieu depuis bien longtemps. Hein. Les astronomes grecs utilisaient déjà la participation à grande échelle, enfin, en tout cas, c'est qu'ils pouvaient, pour faire remonter des informations sur les observations cosmologiques. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, et puis on est sur une échelle planétaire. Donc, grâce au net, aux réseaux sociaux, et puis la nouveauté depuis quelques années, c'est une chose qu'on voit presque plus parce que ça devient évident pour tout le monde, mais l'accessibilité à ces réseaux dans l'ultramobilité, voilà, avec un appareil dans la poche qui permet d'accéder presque à tout, n'importe où, à travers ces réseaux. Et ça pose des enjeux très, très forts d'accessibilité donc aux ressources et de reproductibilité de l'expérience dans un contexte tendu par le droit d'auteur. Si on parle de création artistique, bien sûr, il y a des conditions de droit d'auteur. Et lorsqu'on parle de co-création, donc des œuvres qui vont être créées par plusieurs personnes en même temps, la question nous est posée, comment on va s'en sortir pour traiter ces droits d'auteur à long terme. Et donc, on cherche évidemment des conditions d'ouverture et de partage de ces ressources pour que les participants puissent capter et détourner des œuvres, et tout en assurant leur pérennité. Mais en fait, c'est une question, c'est-à-dire que cette pérennité n'est pas du tout assurée. Parfois, en fait, ça peut être un choix du créateur de dire mon œuvre est éphémère et c'est terminé. Parfois, on veut essayer de solidifier les choses
Et si on veut pouvoir aussi quand même réutiliser des briques, des idées, etc., comme on le fait, je dirais, en bibliographie générale scientifique, comment réussir à définir les moyens pour détourner, capter ces ressources. Donc, avant peut-être de répondre à ces questions pour une petite partie pour ma part et puis peut-être ensemble plus tard, je voulais vous lister des projets que je connais, parfois j'y ai participé, parfois non, qui me semblent assez précis sur ces questions-là, qui donnent quelques bons exemples de systèmes participatifs, dans le contexte, je dirais, de l'IACAM ou non d'ailleurs. Je vais commencer par voilà, un des premiers projets participatifs qui n'avait pas vraiment idée de la participation au départ, qui est le projet Téléméta, et qui, en collaboration avec le Centre de ressources en ethnomusicologie, m'a permis de créer avec des chercheurs et des ingénieurs du CNRS, notamment Joséphine Simoneau, ce système aujourd'hui d'agrégation de contenu de ressources ethnomusicologiques et qui aujourd'hui est un socle qui permet à des chercheurs, à des musiciens de parcourir la musique, les musiques ethniques à très grande échelle. On en a aujourd'hui plus de 60 000 items sonores sur cette base de données. Et l'idée, c'est de fournir tous les moyens d'accès à ces ressources en métadonnées et en fonctions qui permet à des utilisateurs de participer à l'indexation. Et là, on voit ici un exemple de marquage temporel des sons pour que des chercheurs, des participants à ce système puissent venir augmenter la métadonnée sur la base des enregistrements qui sont parfois très anciens, puisque les premiers ont lieu fin du 19e siècle. Donc c'est un premier exemple. Plus spécifiquement en musique contemporaine, on a donc l'IACAM, là c'est vraiment un projet IACAM, le système Anthony, dont la mission est de stocker l'ensemble des productions électroacoustiques et informatiques de l'Institut. L'idée, c'est que donc les réalisateurs, les producteurs, parfois les chercheurs, viennent indexer tout ce qu'ils ont pu créer en studio. Et évidemment, ce sont parfois des espèces de paquets, parfois informes, de pages, de sons, de vidéos, d'images, etc. Et l'idée, c'est de les stocker pour les réutiliser, et donc rejouer ces œuvres a posteriori dans un autre contexte que le premier. Nous sont posées beaucoup de questions sur justement la pérennité et la manière de bien faire ces choses-là, en considérant que, d'une part, les œuvres électroniques et numériques sont en fait des programmes informatiques aujourd'hui, à part entière. On peut presque les traiter comme n'importe quel programme. Une œuvre doit être pouvoir partager dans son intégralité avec toutes ses versions. Aujourd'hui, quand on prend une œuvre pour la rejouer en concert, on crée une nouvelle version. Pourquoi? Parce que le contexte technique et pratique varie, et donc la pièce mute en fait dans le temps. Et ça, on doit pouvoir l'assumer. De plus en plus, elle est co-créée, et donc il faut tracer autant que possible ces choses-là pour savoir qui a documenté, par exemple, une œuvre. Et donc, on cherche des solutions aujourd'hui pour respecter la continuité entre ces versions, déléguer la gestion des fichiers à des sous-systèmes dédiés pour ne pas faire trop nous-mêmes, mais essayer de s'appuyer sur des choses qui existent déjà, qui sont déjà stables. Et puis associer des licences à chacune des parties de l'œuvre. Dans la partie co-créative, on cherche des solutions à la fois techniques et juridiques pour favoriser, assumer le fait qu'une œuvre est co-créée, et donc il y a des licences particulières qui s'attachent à certaines parties du programme. Je ne rentre pas dans le détail, mais là, vous avez une idée du workflow à travers ce projet qui, depuis l'utilisateur et l'œuvre qui est ici, comment en fait on a des fonctions qui permettent à droite des personnes, des chercheurs d'accéder à ces ressources et les faire transiter jusqu'à gauche des interprètes, les producteurs ou les éditeurs, qui parfois publient des partitions avec des supports numériques, par exemple. De plus en plus, on en vient à des systèmes de type Git, c'est-à-dire, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, un système de versionnement des parties numériques du code, et on essaie d'impliquer dans le processus créatif dès l'origine ces concepts de branches, de versionnement du travail au fur et à mesure, et donc de fusion parfois d'actions qui ont lieu par plusieurs utilisateurs à la fois, plusieurs créateurs. Et donc c'est cet enjeu de comment poser les conditions pour que
un artiste puisse en sortir, et qu'avec le chercheur, il puisse constituer l'œuvre au fur et à mesure, sans tout casser. Un autre exemple, c'est le forum IRCAM. Donc ça, c'est une plateforme qui est en ligne. C'est la partie communautaire de l'IRCAM. Donc c'est à peu près 6000 utilisateurs actifs qui, à travers ce forum, partagent des technologies, des événements, beaucoup de discussions. Il y a un gros forum, enfin, il porte bien son nom, c'est le forum de discussion autour des technologies et des œuvres. Et donc, c'est vrai que c'est un forum qui est parti des technologies et qui mute petit à petit vers des projets créatifs. Donc, voilà, la nouveauté, c'est qu'on a un gros bouton créer en haut à droite, bleu, qui permet donc de créer un projet et d'y associer justement un dépôt de code, de données, un salon de discussion qui permet donc aux créateurs de pouvoir faire participer des utilisateurs, des gens intéressés à son projet. Donc, projet artistique et ou technologique. Je vous laisserai aller voir, donc forum.ircam.fr si ça vous intéresse. Donc, je saute un peu de projet en projet, hein. C'est une sorte de patchwork que je vous montre. Le projet Cosmos, récemment démarré à l'IRCAM, notamment par la coordinatrice Hélène Chou, qui est une chercheuse donc, de l'université londonienne, et qui essaie d'introduire dans son projet des questions participatives, donc de citizen science en anglais. Cosmos, l'idée, c'est d'interroger les capacités des humains en fait, à comprendre les interprétations musicales. Donc, non seulement essayer de tracer les évolutions dans les interprétations, mais aussi d'interroger tout simplement, de faire des enquêtes auprès des interprètes pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de leur propre interprétation, de les faire parler, et donc de relier ce qui a été enregistré et ce qui est dit. En fait. Et a été créée par exemple là, une application Cosmonaut, qui est une application web, qui permet d'enregistrer le jeu d'un internaute et de comparer à celui qui a été produit par une autre personne. Et dans cette base de données, donc on a des moyens statistiques de voir quelles sont les évolutions entre les différentes personnes. Donc ça, c'est vraiment très récent. Il y aura une publication à la Web Audio Conférence 2021, donc au début juillet, sur ce projet. Je vous mets aussi le lien là, je pense que les slides sont transmises, donc vous pourrez aller voir. Et là, donc un exemple entre deux partitions, enfin deux blocs de partitions, l'original en haut et le jouet en bas. Et l'idée, c'est qu'on essaie de voir quelles sont les variabilités entre ces jeux dans évidemment l'espace symbolique musical là, ici. On ne parle plus d'audio, on parle de symboles. Donc petit à petit, on glisse vers des systèmes temps réel. Je suis parti vraiment de l'archive, et là on glisse en projet vers les systèmes temps réel. C'est un joli projet qui est maintenant terminé, projet financé ANR, auquel l'IRCAM a participé entre autres, mais coordonné par 8, notamment par Alain Bonardi. C'était une belle opportunité d'essayer de faire participer les créateurs au sein de ce qu'on appelle un patch. Donc le patch, c'est ce petit graphique qui est là dans l'application et qui permet de router des flux MIDI ou des flux audio entre des opérateurs. Donc les liaisons entre les boîtes blanches, ce sont des flux. Et ce système de patch permet de définir un processus de temps réel de traitement audio ou de paramètres de jeu musical. Et ça, donc Kiwi a été développé en tant que patcher collaboratif, c'est-à-dire que des utilisateurs peuvent se connecter au patch et travailler le patch ensemble de manière presque synchrone, en tout cas temps réel, c'est-à-dire qu'ils interagissent en temps réel sur ce même support. Évidemment, plein de questions émergent. Qui touche à quoi? Est-ce que je peux bouger le paramètre de l'autre? Et sinon, comment est-ce qu'on va traiter les conflits entre deux musiciens qui veulent jouer de la même corde, en fait? Donc là, plein de questions intéressantes sont remontées sur les critères à la fois techniques et, je dirais, organisationnels pour que ça puisse se faire sans conflit, donc en fait, sans problème de solidification de l'application. C'est très intéressant. Donc là, il y a eu un logiciel public publié, vous pouvez le télécharger et l'utiliser. Le projet est terminé, mais l'application est maintenue encore un petit peu.
c'est très intéressant. Alors, un autre projet Cosima, là qui était vraiment coordonné, un projet ANR coordonné par une équipe du labo STMS à l'IRCAM, Sciences et Technologies de la musique et du son, et qui agrège un certain nombre de partenaires que vous avez ici. L'idée était de trouver les moyens pour opérer des performances audiovisuelles collectives, des jeux musicaux et des fictions interactives qui permettent d'embarquer dans l'expérience de création musicale un public localement, mais à travers un réseau numérique local. Et donc, ça a donné lieu à plein de sous-projets, dont Collective Loops, ici, qui était un système localisé sur lequel les gens pouvaient se connecter avec leur smartphone. Le smartphone était vraiment au cœur du projet Ecosima. L'idée, c'est de sortir le smartphone de la poche, de se connecter très rapidement avec son navigateur à l'application web diffusée sur le réseau Wi-Fi local, et tout de suite de faire participer les gens avec leur capteur gyroscopique, de localisation Wi-Fi, tactile bien sûr, et bien à l'expérience, à la création musicale en cours. Et donc ça, pour des enfants comme des grands, ça a très bien fonctionné. J'ai une vidéo ici, j'espère que vous aurez le son. Ça va être saccadé, je crois, parce que on n'est pas en mode vidéo, et donc ça va être saccadé. Ouais, c'est bon que ça arrive à toi. Juste chez toi, je me lève en fait. Ouais, et ça fait ça pour la Ouais, ça fait C'est facile. Il faut des bacs sur moi comme ça passe. Voilà, 3 et 2, ça marche pas. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais m'arrêter là. Cette vidéo est sur Vimeo ou sur le site du projet cosima.cam.fr. Coloop, ça c'est la version hardware du système. Vous avez vu que c'est un projecteur lumineux. Là, c'est la version hardware qui était présentée dans différents endroits, qui a reçu un prix de design. Donc, on a fait un espèce de ghetto blaster qui permet localement de se connecter à ce ghetto blaster et de jouer à plusieurs de la boîte à rythme. Voilà, c'est très amusant. Enfin, ce qui est le résultat de cette expérience, c'est que les gens autour de ces systèmes se parlent beaucoup, se regardent. Comme en fait, il y a d'autres systèmes de captation que le visuel et le touch. Le fait d'avoir des capteurs gyroscopiques, par exemple, fait que les gens bougent et rigolent. Et c'est une expérience très forte, socialement, j'entends. Sur l'aspect scientifique, évidemment, ces systèmes permettent de capter aussi des usages et de mieux comprendre comment les gens parcourent ces interfaces et comment ils s'organisent entre eux à travers ces systèmes. Une librairie est sortie, travaillée par Benjamin Matuszewski, est sortie récemment. C'est le projet collectif Sunworks. Donc ça, c'est une librairie, c'est-à-dire en fait une brique logicielle basée sur Node.js, qui est un système de serveur JavaScript, qui permet de connecter donc des clients de type navigateur et de faire transiter des informations MIDI ou audio à travers différents systèmes mobiles ou non d'ailleurs. Et Guillaume, je me permets une petite remarque pour dire qu'on atteint la dernière minute de parole pour conclure sur l'intervention. Merci à toi. Donc, je t'en prie. Donc évidemment, plein de conditions d'accessibilité sont posées par ces systèmes. Donc on s'appuie d'abord sur des standards web, c'est par définition standard et donc ils sont stables à l'échelle planétaire, donc c'est très important. Ça nous donne une plateforme d'exécution universelle à travers tous les navigateurs mobiles ou desktop. Et on s'appuie sur beaucoup donc, de systèmes open source. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu fort de penser la participation à la fois sur un mode artistique créatif, mais aussi à la fois sur des termes techniques. Donc ces systèmes open source sont liés à des licences, donc on a vraiment un cadre juridique pour le faire. Je ne vais pas rentrer en détail, mais il en existe plein.
et des plateformes d'échange, comme GitHub ou GitLab et bien d'autres, qui nous permettent d'échanger. Donc, c'est à la fois ces briques techniques et ces briques artistiques. Comme je disais, il y a beaucoup de questions sur les droits d'auteur. Et il s'agit maintenant d'essayer de comprendre quels sont les processus et les cadres légaux pour faciliter la co-création de ces œuvres. Un dernier mot, une dernière slide sur l'activisme. Je crois que c'était un des sujets comme de ce webinaire. Évidemment, quand on parle d'open source, on parle de fork, on parle de bifurcation DIY. Et donc, toutes ces interdépendances construisent un certain réseau humain de centres d'intérêt et de production technique ou artistique. Donc là, on parle des communs, on parle des expériences communes, et sont donc posées à nous toutes les questions de pérennité, de reproductibilité ou d'éphémérité, c'est-à-dire de choisir quel est le statut, la survie en fait, de ces outils dans le temps et dans l'espace, et comment donc on va pouvoir réussir à forquer, intégrer, corriger, rejouer et versionner une œuvre, et un jour la mettre dans un carton, et c'est fini. Donc, là, le web est au centre de tout ça, et il faut trouver les bons workflows qui nous permettent donc d'utiliser les standards pour réussir à créer donc des expériences sensibles et actives, locales, mais pas seulement locales. Mon ambition avec mon équipe, c'est d'essayer de pousser ces expériences à travers le web, en télématique peut-être, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de diffuser vraiment facilement une application derrière un nom de domaine, et de faire profiter des gens à distance, mais peut-être dans leur propre localité, dans leur propre studio, par exemple. Donc, c'est un vecteur expérimental très fort, et évidemment qui relie les chercheurs et les publics beaucoup plus directement aujourd'hui. Une petite pub du Festival Manifeste IACAM qui commence donc aujourd'hui, va être jouée donc le 16 juin au Centre Pompidou, une œuvre Music of Choices créée par Alexandros Markeas, qui justement met en jeu le public avec les musiciens. Et donc l'idée, ça va être de voir comment entre le pianiste, la machine et le public, eh bien, une interaction se fait d'une manière plus ou moins déterminée, mais évidemment avec des bifurcations et des notions mouvantes de synthèse et de contrôle. Voilà, merci de votre attention. J'étais un tout petit peu long, François. Excuse-moi. Je t'en prie. Merci pour la présentation.